C'est un monde extraterrestre où des tornades magnétiques s'élèvent à des dizaines de milliers de kilomètres de hauteur. Un monde où de mystérieuses taches sombres, assez grandes pour engloutir la Terre, apparaissent et disparaissent. Et où de violentes éruptions se produisent, projetant des tonnes de particules chargées dans l'espace à plus de 3 millions de kilomètres/heure. Il ne s'agit pas d'un monde étrange situé de l'autre côté de la galaxie, mais de notre Soleil. Aujourd'hui, les avancées technologiques nous permettent de l'observer avec bien plus de précision. Les satellites fournissent aux chercheurs des données susceptibles d'éclaircir des mystères datant de plusieurs siècles. Vous avez vu ça? Boum, une éruption solaire. Quel est le fonctionnement du Soleil? D'où vient sa puissance? Et quelles conséquences ces mécanismes internes peuvent-ils avoir sur la Terre, située à 150 millions de kilomètres de distance? Ces questions sont aujourd'hui prioritaires. Notre Soleil possède un côté sombre. Les violents orages qu'il génère sont capables d'anéantir le réseau électrique dont nous dépendons au quotidien. Et pourrait nous faire revenir à l'âge des ténèbres. C'est pourquoi les scientifiques du monde entier cherchent à élucider les mystères qui subsistent autour de notre étoile. Un voyage jusque dans son noyau à la découverte de son atmosphère torride et de ses tornades solaires impressionnantes. Boulder, dans le Colorado, le 15 février 2011 à l'aube. Comme à son habitude, l'équipe du Centre national de prévision météorologique spatiale commence la journée par une observation minutieuse de la surface du Soleil. Bien que l'astre soit situé à 150 millions de kilomètres de la Terre, les forces qui s'y exercent peuvent avoir des effets surprenants et dévastateurs sur notre planète. Aujourd'hui, après plusieurs années de calme relatif, un satellite détecte une explosion spectaculaire à la surface du Soleil. Une violente tempête solaire dépassant largement le diamètre de la Terre a éclaté, libérant une gigantesque onde de choc qui se dirige droit sur nous à plus d'1,5 million de kilomètres/heure. Et personne n'en connaît les conséquences. C'est ce que Bill Murtagh et son équipe tentent de déterminer. Ces scientifiques sont l'équivalent des chercheurs d'orage, à ceci près que les tempêtes qu'ils surveillent naissent à la surface du Soleil. L'équipe modélise la tempête qui approche. La simulation la montre qui s'éloigne à toute allure du Soleil, situé à gauche, pour se diriger vers le petit point sur la droite, la Terre. La tempête solaire est associée à deux phénomènes potentiellement nuisibles. L'éruption solaire, qui libère une bouffée de rayons X capable d'atteindre la Terre en quelques minutes, et bien plus inquiétant, l'éjection de masse coronale, ou CME, qui nous parvient quelques jours plus tard. Il s'agit d'un nuage contenant des milliards de tonnes de particules chargées d'électricité. Ces images montrent en boucle une CME qui se propage autour de l'œil de la tempête. Ensemble, ces deux phénomènes peuvent agir tel un tsunami cosmique, déclenchant une bouffée de rayons et entraînant une pointe de courant de plusieurs billions de watts capable de faire tomber le réseau électrique.
Un scénario farfelu? C'est pourtant ce qui s'est passé en mars 1989 dans la ville de Québec, au Canada. L'une après l'autre, les centrales électriques sont tombées en panne suite au puissant survoltage provoqué par une éjection de masse coronale. En moins de 2 minutes, 6 millions de personnes ont été privées d'électricité. Jim Green, chercheur à la NASA, a récemment découvert qu'une tempête solaire encore plus importante avait frappé la Terre en 1859. C'est un peu le grand-père des orages géomagnétiques, et ça s'est passé il y a seulement 150 ans. Si un orage d'une pareille intensité frappait la Terre aujourd'hui, l'impact sur les infrastructures essentielles pourrait être catastrophique. La gigantesque surtension provoquée par une CME pourrait ravager les lignes à haute tension et faire fondre les transformateurs, plongeant des villes entières dans le noir. La réparation du réseau pourrait prendre des semaines, des mois, voire dans le pire des cas, des années. La société d'aujourd'hui, très dépendante de l'électricité, reviendrait à l'âge des ténèbres. Le réseau électrique n'est pas le seul à être menacé. De plus en plus, nous avons recours à des technologies sensibles à l'activité solaire. Le guidage par satellite, les communications longue distance, les systèmes de localisation des avions. Même les astronautes en orbite à bord de la Station spatiale internationale sont en danger. Il y a donc une réelle urgence à comprendre le comportement du Soleil. C'est pourquoi les scientifiques du monde entier tiennent à surveiller notre étoile de près. L'homme contemple le Soleil depuis l'Antiquité. De nombreuses civilisations lui ont voué un culte et célébré sa puissance. Nous nous émerveillons lorsqu'il s'éclipse le jour et quand il éclaire le ciel nocturne d'aurore polaire. Sa taille et sa puissance sont impressionnantes. Le Soleil est si vaste qu'il pourrait contenir 1 million de planètes comme la nôtre. La température de son noyau atteint 15 millions de degrés Celsius. Il brille depuis plus de 4 milliards d'années et continuera pendant au moins 6 milliards d'années supplémentaires. S'il exerce une influence considérable sur notre vie, le Soleil conserve bien des mystères. Comment l'énergie produite dans son noyau nous parvient-elle sous forme de lumière? Quels sont les processus à l'œuvre à l'intérieur du Soleil? Par quels moyens ces puissants mécanismes internes génèrent-ils des tempêtes solaires explosives? Voilà quelques-uns des mystères que les scientifiques doivent élucider afin de nous protéger des dangers du Soleil. Le Soleil peut se montrer imprévisible. Le Soleil est mystérieux. Incroyablement dynamique. Il a un potentiel explosif important. L'explication de ce caractère explosif réside bien en dessous de sa surface. Il n'y a pas si longtemps, observer l'intérieur du Soleil était impossible. Comprendre ses mécanismes internes restait donc de l'ordre du rêve. Mais une découverte fortuite va tout changer. Jusque dans les années 1960, la physique solaire s'appuyait en grande partie sur des phénomènes observés à la surface du Soleil ou à peine en dessous.
En étudiant le Soleil plus en détail, les physiciens font une découverte étonnante. La surface semble vibrer comme les ondulations d'un étang. Au départ, ils pensent que ces ondulations résultent d'instruments défectueux. On n'arrivait pas à s'en débarrasser. On a construit des instruments plus performants, mais les ondulations étaient toujours là. Les scientifiques ont observé le Soleil pendant 10 ans. Ils en ont parlé lors des conférences, se sont beaucoup raclé la gorge, mais au final, ce n'était que des ondes sonores. Cette révélation est stupéfiante. Personne n'imaginait que le Soleil puisse générer des ondes sonores. À partir de là, les scientifiques considéreront notre étoile d'une toute autre manière. Notre Soleil vibre à la manière d'un orgue géant. L'air produit les notes de l'instrument, alors qu'au cœur du Soleil, ce sont des gaz bouillonnants qui envoient des ondes sonores à l'intérieur de l'astre. Une onde sonore se modifie à mesure qu'elle traverse différents matériaux. En observant les différentes fréquences, on peut donc déterminer ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Les géologues connaissent ce principe. En étudiant les ondes sonores qui traversent la croûte terrestre, ils distinguent les différentes couches qui composent le sol. C'est la sismologie. De la même manière, les ondes sonores qui se déplacent à l'intérieur du Soleil révèlent sa structure interne. Avec cet orgue, je peux vous montrer comment les ondes sonores se déplacent à l'intérieur du Soleil. Par exemple, je joue cette note basse qui vient de l'un de ces gros tuyaux. Le son produit est très profond. Rapporté au Soleil, ça correspond à une onde qui descend très loin au cœur de l'astre et qui nous rapporte l'information de ses profondeurs. Maintenant, je vais jouer une note haute qui vient d'un tuyau beaucoup plus court. Ça correspond cette fois à une information qui provient d'une zone très proche de la surface du Soleil. Il y a 10 millions de fréquences différentes qui résonnent dans le Soleil. Les déchiffrer représente un tournant considérable dans la compréhension de sa structure. Une nouvelle science est née, l'héliosismologie. Avec l'apparition de l'héliosismologie, on a pu voir non seulement la surface du Soleil, mais aussi les mécanismes physiques qui se déroulaient en dessous. En observant l'intérieur de l'astre, on connaît mieux l'activité solaire. Visualiser ce qui se passe sous la surface du Soleil apporte de précieuses informations. L'étude des ondes sonores produites par le Soleil révèle une machine complexe composée de plusieurs couches. Juste en dessous de la surface ardente se trouve une zone de bouillonnement permanent. Vient ensuite une couche que la lumière met des milliers d'années à traverser. Au centre se trouve le noyau du Soleil. La zone la plus petite de l'astre mesure tout de même plus de 25 fois le diamètre de la Terre. C'est la centrale électrique du Soleil. Tout ce qui nous parvient sur la Terre, la lumière, la chaleur, les effets des tempêtes solaires, prend sa source ici. À quoi ce noyau ressemble-t-il? De quoi est-il composé? Le Soleil, c'est quelque chose d'assez fou. Il est beaucoup trop chaud pour être solide, ça on le sait, et il est bien trop chaud pour être liquide. On pourrait donc penser que c'est un gaz, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment en fait. C'est une sorte de soupe gazeuse faite de particules chargées qu'on appelle le plasma. Ce plasma ne nous est pas totalement inconnu. Les exemples d'objets contenant du plasma sont nombreux. Les ampoules fluorescentes, les flammes, les néons, certains postes de télévision que je ne peux pas m'offrir. Tous ces objets utilisent le plasma. Le plasma est partout. Le plasma du noyau solaire atteint des températures extrêmement élevées. La foudre est le phénomène terrestre qui s'en approche le plus en termes de température.
cours d'un orage, la charge électrique s'accumule, créant des éclairs qui peuvent atteindre des dizaines de milliers de degrés. C'est assez chaud, mais nettement moins que la température à l'intérieur du noyau du Soleil, où le plasma atteint 15 millions de degrés. Lorsque le Soleil s'est formé, l'hydrogène de son noyau a été comprimé par le poids de la matière qui l'entourait. La température et la pression ont atteint un tel niveau que les atomes d'hydrogène se sont divisés en électrons et protons, créant le plasma. Et lorsque ces conditions extrêmes sont réunies, il se passe quelque chose de vraiment génial. La fusion nucléaire. Le processus atomique à l'œuvre est le même que celui de la bombe à hydrogène. Sous une pression gigantesque, les protons du plasma fusionnent, libérant des photons, de minuscules paquets de chaleur et de lumière. Un nombre inimaginable de photons sont fabriqués chaque seconde, générant la formidable énergie du Soleil. Une partie de cette énergie nous parvient sous forme de lumière. Cette alchimie atomique transforme toutes les secondes plus de 4 millions de tonnes de masse en énergie. Toute cette masse transformée en énergie équivaut à 10 milliards de bombes atomiques fabriquées chaque seconde par le Soleil. Et l'opération se répète jour après jour. Ça fait 4 milliards d'années que ça dure. Et ça va continuer bien après que j'aurai quitté ce monde. La puissance de milliards de bombes explose dans le noyau du Soleil chaque seconde. Cela soulève une question simple. On peut se demander pourquoi le Soleil n'explose-t-il pas? C'est parce qu'il y a un formidable mécanisme d'équilibre qui s'opère. La fusion nucléaire dans le noyau crée une pression très forte qui pousse vers l'extérieur. Par ailleurs, le Soleil est très gros, donc on a une gravité très forte qui s'exerce sur lui. Donc on a d'un côté la gravité qui appuie sur le Soleil, et de l'autre, le Soleil qui veut exploser. Et c'est grâce à cet équilibre magnifique que le Soleil reste entier. La lumière née dans le noyau nous parvient au terme d'un formidable voyage. Loin du noyau, la température et la pression diminuent, et la fusion nucléaire s'arrête. Chaque photon commence un voyage fastidieux à travers la zone de radiation, la couche de plasma la plus épaisse du Soleil. Bien qu'il soit moins comprimé que dans le noyau, le plasma reste très dense dans cette zone, et les photons ont du mal à s'y déplacer. Chaque paquet d'énergie est absorbé puis réémis plusieurs fois par les particules de plasma. Dans cette zone, il n'y a pas de création d'énergie. L'énergie est transmise par la radiation thermique, d'où le terme de zone de radiation. Ici, les photons rebondissent lentement à travers le plasma, décrivant par ricochet un parcours en zigzag appelé marche aléatoire. Imaginez que vous êtes dans une pièce bondée et que vous essayez d'en sortir, mais que vous rencontrez des gens et vous devez saluer chacune de ces personnes avant de partir dans une autre direction. Il va vous falloir beaucoup de temps pour aller d'un endroit de la pièce à un autre, parce que vous avancez en zigzag. De la même façon, les photons à l'intérieur du Soleil n'ont pas de parcours défini. Ils ne font que se déplacer, rencontrer d'autres particules et se déplacer à nouveau. Bien qu'ils avancent à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 km/s, les photons mettent plus de 100 000 ans à traverser cette zone. Au final, les photons atteignent une frontière où la pression chute à nouveau.
Le plasma perd de sa densité et il devient plus facile de le traverser. Les photons transportent toujours beaucoup d'énergie. Ils s'échappent maintenant vers la zone de convection, dont ils réchauffent la base. Dans cette zone où le plasma est moins épais, les photons bougent différemment. Au lieu de rebondir, tout à coup, le mouvement s'ordonne. C'est comme si quelqu'un criait soudain « à table » et que toutes les particules décidaient d'emprunter la même direction. Il faut quand même faire la queue pour sortir, donc il faut compter 1 mois pour se déplacer de la base de la zone de convection à la surface. Mais c'est une durée relativement courte. Pendant cette courte période, la chaleur des photons se transmet par convection. Le plasma tourbillonne en continu, formant un gigantesque maelstrom de près de 200 000 km d'épaisseur. Imaginez une immense lampe à bulles d'huile. La chaleur arrive par le fond, provoquée par l'ampoule. La matière est chauffée et la grosse goutte monte jusqu'à la surface. Quand elle arrive en haut, elle refroidit, devient plus dense, puis redescend. C'est assez comparable avec ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Le noyau chauffe la matière à la base de la zone de convection. La matière se dilate et fait remonter l'énergie jusqu'à la surface. Ces images extraordinaires montrent le phénomène de convection à la surface du Soleil. Le plasma monte et descend, formant une structure fascinante, la granulation. Les granules mesurent environ la taille de l'État du Texas. Elles ont une durée de vie d'environ 12 minutes. Ça représente une quantité d'énergie phénoménale. C'est une zone très dynamique, très chaotique. Et toute cette activité se déroule à la surface du Soleil, où on peut l'observer. Les photons fabriqués dans le cœur atteignent enfin la surface. Ils émergent sous une forme d'énergie solaire atténuée qui atteint la Terre en 8 minutes. C'est la lumière du Soleil. Il faut donc 100 000 ans, environ 1 mois, puis 8 minutes. Une fois que l'énergie atteint la surface du Soleil, il faut seulement 8 minutes pour qu'elle devienne visible. Sans obstacle, le voyage des photons du cœur à la surface du Soleil ne prendrait que quelques secondes. En réalité, la lumière que nous recevons aujourd'hui pourrait avoir été produite au cours de la dernière période glaciaire. L'énergie qui atteint la surface du Soleil ne produit pas uniquement de la lumière. Elle peut aussi déclencher des tempêtes solaires. Pour comprendre la capacité destructrice du Soleil, il faut pouvoir le surveiller 24 heures sur 24 avec une grande précision. Or, jusqu'à récemment, c'était chose impossible. 5, 4, démarrage du réacteur principal. 3, 2, 1, 0. Mise à feu et décollage de l'Atlas 5 avec le Solar Dynamics Observatory. En février 2010, la NASA lance son satellite d'observation solaire le plus sophistiqué, le Solar Dynamics Observatory, ou SDO. On atteint Mach 1. Le SDO est le premier satellite qui fournit presque en continu des images du Soleil à très haute résolution, offrant aux chercheurs un accès sans précédent à notre étoile et ses mystères. Le premier jour, on était tout excités. On savait que pour la première fois, on allait pouvoir laisser entrer la lumière du Soleil dans l'instrument. On a commencé à regarder les premières images, qui étaient presque nettes, et une fois la mise au point faite, elles étaient magnifiques.
Les nouvelles images montrent le Soleil sous un jour nouveau. C'est un monde extraterrestre avec des structures étranges qui apparaissent et disparaissent. Des bulles de plasma très chaudes, aussi grandes que l'Alaska, et où des tornades géantes pouvant engloutir la Terre s'élèvent à des centaines de milliers de kilomètres de hauteur. Je trouve ces images vraiment magnifiques. Je suis frappé par la dynamique qu'on y voit. Ça change tout le temps, quelle que soit la zone qu'on observe. Mais je me sens aussi un peu découragé par la complexité de tout ça. Ce n'est pas surprenant. Les satellites précédents ne révélaient qu'une partie du Soleil en haute résolution. Aujourd'hui, on peut l'étudier avec une précision époustouflante. Pour examiner les images que le satellite nous envoie chaque jour, nous avons construit ce mur très spécial, composé de 9 écrans de télévision haute définition assemblés. Ce sont le satellite et le système de diffusion des images qui nous permettent d'observer le Soleil d'une manière nouvelle. On peut voir ce qui se passe en détail. C'est un bond en avant prodigieux en physique solaire. On peut observer ces phénomènes en permanence, surveiller le Soleil en continu. L'une des caractéristiques les plus importantes du SDO est sa capacité à visualiser la lumière du Soleil à travers une large gamme de longueurs d'onde. Cela revient à observer des objets qui émettent des températures différentes. L'œil humain présente une sensibilité maximale à la lumière du Soleil émise à 5500 degrés Celsius. À cette température, la surface du Soleil paraît presque uniforme. Mais lorsqu'on le regarde dans des longueurs d'onde correspondant à des températures plus élevées, on en obtient une image plus dynamique. Prenons l'exemple de la tempête du 15 février 2011. Sur cette image diffusée en boucle, correspondant à une température de 50 000 degrés Celsius, SDO ne capture qu'une trace fantomatique de l'éjection de la masse coronale. Mais à un peu plus d'1 million de degrés, le plasma brûlant qui jaillit de l'œil du cyclone est bien plus visible. Les chercheurs peuvent donc visualiser les CME qui se propagent à la surface du Soleil. Nous vivons une période vraiment extraordinaire pour la physique solaire. Ces magnifiques images à haute résolution nous permettent de mieux comprendre les mécanismes physiques à l'œuvre au moment des éruptions solaires. Au Centre national de prévision météorologique spatiale, Bill Murtagh suit la trajectoire d'une CME associée à la tempête qu'il analyse. Elle transporte 1 milliard de tonnes de plasma et n'est plus qu'à 20 heures de la Terre. Ce que l'équipe observe est alarmant. En fait, ce sont 3 CME qu'on observe. Il ne s'agit pas d'une seule CME, mais de 1, 2 et 3. On ne peut pas encore parler d'orage parfait, mais les conditions s'accumulent pour engendrer un phénomène météo assez important. Le modèle montre la trajectoire et la vitesse de la CME. Mais ce que Bill Murtagh ignore, c'est la puissance à laquelle elle frappera la Terre. La réponse se trouve du côté de la force qui régit le Soleil, le magnétisme. Nous connaissons tous les aimants. Ils produisent une force invisible qui repousse et attire des particules chargées. La Terre possède un champ magnétique qui nous protège des dangers du Soleil. Mais nous connaissons moins le magnétisme du Soleil, qui, selon certains chercheurs, contribuerait activement à la formation de tempêtes solaires. On sait qu'il y a 2 conditions pour qu'une étoile soit magnétique. D'une part, il faut qu'il y ait des mouvements de convection sous la surface, ces gaz bouillonnants,
D'autre part, il faut qu'elle tourne sur elle-même. Et plus elle tourne vite, plus elle devient active. Quand il y a une interaction entre ces deux phénomènes, le bouillonnement et la rotation, l'activité magnétique de l'étoile est particulièrement forte. La surface du Soleil tourne d'une manière étrange. Déplacez-vous de l'un des pôles vers l'équateur, vous remarquerez qu'elle tourne plus vite. L'analyse des ondes sonores dans le Soleil révèle que les couches de plasma sous la surface ont elles aussi des vitesses de rotation différentes. C'est parce qu'elles se comportent comme des fluides qui deviennent plus denses à proximité du noyau. À l'intérieur du Soleil, il règne une extraordinaire agitation. Et c'est cette agitation qui explique le magnétisme du Soleil. Les mouvements, la convection, la rotation différentielle, le mouvement de l'équateur vers le pôle créent une nouvelle force, le champ magnétique. Il y a un effet dynamo à l'œuvre qui génère une force qu'on ressent ici, sur la Terre. Le mécanisme est comparable à celui d'une gigantesque éolienne. Le plasma bouillonnant dans la zone de convection provoque de puissants courants électriques qui génèrent un immense champ magnétique. On a les flux ascendants et descendants. Le sacré Graal pour les scientifiques consiste à comprendre comment cet effet dynamo engendre des tempêtes solaires. L'explication se trouve dans la zone de convection. Les lignes de champ magnétique s'étendent normalement d'un pôle à l'autre. Mais les remous de la zone de convection modifient ce schéma. Des couches en rotation étirent les lignes de champ horizontalement. Sous l'effet de la convection, elles se tordent et s'entrelacent. Soumises à une très forte pression, elles s'entortillent et remontent vers la surface. Imaginons que ce ressort soit une ligne de champ magnétique. Le champ magnétique à l'intérieur du Soleil est amplifié et renforcé par le mouvement de rotation, ceux de gauche à droite, de tourbillonnement interne au Soleil. Les lignes de champ ont tendance à remonter et c'est ce qui se passe jusqu'à ce qu'elles transpercent la surface du Soleil. Suivre la trajectoire des lignes de champs invisibles serait impossible sans l'action du plasma. Les lignes de champ magnétique sont invisibles, mais le plasma, qui est très chaud, peut s'éclairer le long de ces trajectoires. Imaginez par exemple une autoroute la nuit. On ne la voit pas, mais grâce à la lumière des phares, on peut distinguer sa trajectoire. L'observation des lignes de champ est capitale pour comprendre les tempêtes solaires. En émergeant, ces lignes forment des boucles. L'une des extrémités possède un pôle positif et l'autre un pôle négatif. Le plasma bouillonnant sous la surface déforme ces boucles en les gonflant d'énergie. Si elles se tordent suffisamment, les pôles positifs et négatifs des boucles peuvent se croiser. Alors, elles se court-circuitent en une gigantesque explosion. L'énergie libérée chauffe le plasma à des millions de degrés, donnant lieu à une formidable éruption solaire. C'est l'étape ultime d'un très long voyage. Les photons formés dans le cœur se dirigent vers la surface. Certains passent directement dans l'espace, sous forme de lumière. Mais cette vague d'énergie perturbe la zone de convection en générant un champ magnétique. Les lignes de champ s'entortillent au point d'exploser. C'est l'éruption solaire. Aujourd'hui, grâce au SDO, on dispose pour la première fois d'une image complète du déroulement de ces événements. C'est magnifique.
Le gaz chaud souligne les lignes de champ magnétique qu'on ne pourrait pas voir autrement. Ici, on voit une structure sinueuse, tandis qu'une partie de la masse retombe vers la surface. Une grande partie s'échappe lors de l'éruption. C'est l'essence même des tempêtes solaires. Nous savons donc comment se forment les éruptions. Mais il reste des questions à élucider. Lorsque les lignes de champ magnétique se croisent, des bulles de plasma peuvent être projetées dans l'espace. Voilà une éjection de masse coronale. On comprend mieux comment se forment les éruptions solaires et les CME. Mais une question essentielle demeure. Les CME peuvent parcourir les 150 millions de kilomètres qui séparent le Soleil de la Terre en quelques heures. D'où leur vient leur énergie explosive. La réponse se trouve en partie dans la couronne solaire qui fait partie de l'atmosphère solaire. Elle est composée de plasma très chaud qui atteint plus d'1,5 million de degrés Celsius, soit 300 fois plus que la surface du Soleil. Certains scientifiques soupçonnent que cette chaleur génère d'énormes bouffées d'énergie qui projettent des CME vers la Terre à des vitesses phénoménales. Mais pourquoi la température de la couronne est-elle si élevée? Le mystère reste entier. Connaître la réponse à cette question est essentiel si on veut comprendre l'influence du Soleil sur la météorologie spatiale et son impact sur la Terre. Le fait que la température de la couronne soit bien plus élevée que celle de la surface constitue un véritable défi à la physique. La couronne solaire est un lieu assez étrange. Prenez ce feu, par exemple. Si j'approche les mains, je sens la chaleur, bien sûr. Mais si je les éloigne, j'ai froid. Ce n'est pas du tout le cas avec le Soleil. Quand on s'en approche, il fait très chaud. Mais quand on s'éloigne, il fait encore plus chaud. Récemment, des chercheurs japonais ont observé des jets ultra rapides de plasma jaillissant d'une zone proche de la surface. Scott McIntosh est persuadé que ces jets transmettent de la chaleur à la couronne, mais il n'a pas de preuve visuelle à apporter. Jusqu'au jour où le SDO la lui fournit. On a réussi à établir des liens et on a compris que ces objets qu'on voyait sortir de la basse atmosphère à très haute vitesse, un peu comme ces flammes, atteignaient 2 ou 3 millions de degrés. C'était un vrai moment d'exaltation. On s'est regardé et on s'est dit « Waouh, qu'est-ce qu'on vient d'accomplir ?» Ces scientifiques ont démontré que les jets de plasma remontant à toute vitesse dessous la surface du Soleil généraient une chaleur inouïe. Résultat, les températures dans la couronne atteignent environ 2 millions de degrés Celsius. Si l'hypothèse est confirmée, cela représente une énorme avancée dans la compréhension des CME. La chaleur intense de la couronne agit comme le vent d'une violente bourrasque. Elle exerce une pression continue sur le plasma des lignes de champ, les gonflant comme les voiles d'un bateau qui tirerait sur le mât. Comme dans le cas des éruptions solaires, le croisement de lignes de champ magnétique peut causer une immense explosion. Dans le cas présent, les lignes se rompent et les voiles sont propulsées dans l'espace. Charriant 1 milliard de tonnes de plasma ionisé, la CME peut bouleverser une planète dépendant de l'électricité comme la Terre. Au Centre national de recherche atmosphérique, ce phénomène violent est enregistré par les satellites. Pour voir la CME, il faut créer une petite éclipse artificielle. Pour cela, on bloque le rayonnement qui émane du disque solaire, ce petit cercle qu'on voit là.
Cela nous permet de distinguer cette chose à peine visible projetée loin du Soleil. Celle-ci se déplace à environ 1000 km/s. En accentuant et en ralentissant l'image, on peut voir l'onde de choc filant à plus de 3 millions de km/h. Si on connaît mieux les causes des tempêtes solaires et la façon dont elles se déplacent jusqu'à nous, il reste une question capitale à régler. Tenter de prévoir les tempêtes solaires demande un vrai travail d'enquête. Au cours de nos observations, on cherche des indices qui nous permettraient de prévoir les tempêtes. Le meilleur indice, le voici. Les taches solaires. Des zones sombres qui peuvent persister à la surface du Soleil pendant plusieurs semaines. Une tache solaire est une zone très vaste qui représente plusieurs fois la taille de la Terre et qui apparaît comme une tache sombre à la surface du Soleil. Elle est sombre parce qu'elle est relativement froide par rapport à ce qui l'entoure. Cela s'explique par la puissance des champs magnétiques qui inhibent le flot de chaleur qui arrive d'en dessous. Les puissants champs magnétiques qui produisent les taches solaires constituent un terrain favorable à la formation des tempêtes solaires. Le défi consiste à établir un schéma type déterminant les conditions d'apparition et la fréquence de ces phénomènes. Quand on observe les taches solaires pendant plusieurs années, on observe quelque chose de très intéressant. Le nombre de taches à un moment donné va augmenter et diminuer sur une période d'environ 11 ans. Et comme on sait que les taches sont associées à de puissants champs magnétiques, on en déduit que les champs magnétiques solaires sont eux aussi soumis à un rythme cyclique. Le bouillonnement permanent à l'intérieur du Soleil crée un puissant effet dynamo qu'on pourrait qualifier de plus gros générateur électrique du système solaire. Les lignes de champs magnétiques engendrées s'entortillent au point qu'environ tous les 11 ans, les pôles magnétiques du Soleil s'inversent. L'activité magnétique qui en résulte est plus calme et le nombre de taches solaires diminue. C'est la période du minimum d'activité solaire. Mais en raison de la nature turbulente du Soleil, progressivement, les lignes de champ s'entortillent de nouveau. Les bouffées magnétiques sont alors beaucoup plus fréquentes. C'est le maximum solaire. Le cycle solaire détermine le comportement du Soleil. Pendant le maximum solaire, il peut devenir enragé et déclencher des tempêtes solaires qui se dirigent parfois vers la Terre. Et pendant le minimum solaire, l'activité est atténuée. Il y a moins de taches et moins de tempêtes solaires. En fait, le cycle d'activité détermine la manière dont le Soleil va se comporter. Avant la tempête solaire du 15 février 2011, l'activité solaire était plutôt calme. Mais cette saute d'humeur de notre étoile indique un changement de mauvais augure. L'activité magnétique du Soleil augmente à nouveau, tandis qu'on s'approche du maximum solaire. Au Centre national de prévision météorologique spatiale, Bill Murtagh et son équipe ont remarqué ce changement il y a quelques jours à peine. Le moment est venu d'informer le monde entier de ce qui peut se produire. Dans les minutes qui viennent, il va falloir qu'on prenne une décision et annoncer que cette éjection de masse coronale arrivera à telle ou telle heure demain avec l'orage géomagnétique qui, bien entendu, suivra. Bill Murtagh sait que la violence de l'orage dépendra surtout de la puissance du champ magnétique de la CME et de l'angle auquel elle frappera le champ magnétique terrestre. Les CME s'approchent de la Terre tel un bouclier en rotation lente. L'un des pôles a une charge positive, l'autre négative. Sous l'effet magnétique, les opposés s'attirent et les pôles de même charge se repoussent. Si le pôle positif de la CME s'aligne sur celui de la Terre, l'essentiel de la force de l'orage sera repoussé.
Mais si ce sont les pôles opposés qui s'alignent, le plasma transporté par la CME frappera la Terre de toute sa force. Bill Murtagh fait part de son estimation quelques heures seulement avant l'impact. Ce sera plus important et plus compliqué que quand il n'y a qu'une seule éjection de masse coronale. D'après ce que l'équipe a observé, la CME sera repoussée. On pense qu'elle ne sera pas trop forte. Ce sera une tempête de niveau modéré, ce qui suffira à générer une aurore boréale aux États-Unis, dans les États situés le long de la frontière canadienne. Elle causera aussi quelques petits problèmes au réseau électrique, notamment. La tempête attendue pour les prochaines 24 heures sera mineure. Une panne radio est probable. Cette fois, le pire a été évité. Mais certains éléments inquiétants laissent penser que la Terre pourrait être moins chanceuse à l'avenir. Le récit est édifiant. Jim Green de la NASA en a pris connaissance en cherchant un livre sur la guerre de sécession à la Bibliothèque du Congrès, la Bibliothèque nationale américaine. Il y a trouvé des documents traitant de l'actualité de l'année 1859 qui ont attiré son attention. Je suis tombé sur des articles évoquant des aurores polaires fabuleuses. Ça m'a vraiment intéressé parce que c'est mon domaine. On aurait dit que les armées du paradis menaient une guerre terrible mais silencieuse. Cet aspect terrible s'est bientôt transformé en un phénomène magnifique et éclatant, comme j'en ai rarement vu. Les récits parlent d'aurores polaires si lumineuses que les mineurs du Colorado se sont réveillés et sont allés travailler, croyant que le jour s'était levé. D'autres rapports font état de conséquences néfastes sur le système électrique de l'époque, le télégraphe. La surcharge de courant a provoqué une surchauffe de la batterie et a causé un début d'incendie qui a manqué détruire le bureau télégraphique. Un opérateur a été grièvement brûlé au point de finir à l'hôpital. Jim Green découvre de nombreux rapports d'aurores polaires observés non seulement aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Les preuves sont manifestes. La Terre a été frappée par une tempête en 1859 qui résulte de 2 énormes CME. Ces 2 tempêtes étaient non seulement gigantesques, mais en plus elles se sont succédées. Personne n'avait connu un tel événement. La veille du jour où les CME ont frappé la Terre, un astronome britannique avait observé un immense groupe de taches solaires illuminées par 2 éruptions gigantesques. La 2e CME a frappé notre planète 18 heures plus tard, ce qui a permis à Jim Green d'estimer sa vitesse à 8 millions de km/h. Elle a percuté la Terre à près de 4 fois la vitesse des CME du 15 février 2011. Grâce aux différents documents d'époque, Jim Green parvient à reconstituer la tempête de 1859. D'après les comptes rendus, les pôles des CME étaient alignés. Au lieu d'être repoussés, les CME se sont donc abattus de toute leur force sur notre planète. Les particules chargées sont passées dans l'atmosphère, l'électrifiant telle une immense enseigne lumineuse et produisant une aurore polaire éblouissante. La tempête est si forte que le champ magnétique terrestre s'effondre presque. Des millions de tonnes de plasma se déversent vers l'équateur et une coupure de courant se propage sur le globe. Pour la société d'alors, encore peu dépendante de l'électricité, les dégâts sont minimes. Mais aujourd'hui, cela ne serait sans doute pas le cas. Une telle tempête pourrait faire tomber le réseau électrique. Et si des transformateurs difficiles à remplacer sont détruits, nous pourrions être privés d'électricité dans de nombreux endroits et pour très longtemps.
Seules quelques usines produisent des transformateurs de 125 kV. Il faut compter plusieurs mois pour les fabriquer. Si la moitié d'entre eux brûlent, on recommencera à chasser les écureuils et à couper le bois de son jardin pendant très longtemps pour pouvoir survivre. Aujourd'hui, les scientifiques spécialistes du Soleil savent qu'une grosse tempête surviendra. Ce qu'ils ignorent, c'est le moment où l'événement se produira. Avec le prochain maximum solaire prévu pour 2013, la question est primordiale. Sommes-nous capables de prévoir quand la prochaine tempête solaire va frapper? Non. Peut-être. Non. Peut-être. Non. Peut-être. Pour la bonne raison qu'on a beaucoup appris sur le Soleil. On le connaît de mieux en mieux, même si on a encore du chemin à faire. Plus on s'intéresse aux événements qui se sont produits dans le passé, plus on approfondit les connaissances dont on a besoin. Aujourd'hui, on peut observer le Soleil avec un degré de précision inégalé. On commence à comprendre ses mécanismes internes. Mais son caractère imprévisible nous montre combien la vie à proximité d'une étoile sera toujours empreinte d'incertitude.